Le jour où la crise de conversion silencieuse en Espagne s'est généralisée, permettez-moi de vous ramener à un mardi de la fin mai, le 21 mai pour être exact, où quelque chose s'est produit à Madrid, qui a à peine été remarqué par la plupart des analystes occidentaux. Ce matin-là, la Commission islamique d'Espagne a publié un rapport affirmant que le nombre de siars se convertissant à l'islam avait augmenté de 30% au cours des 5 dernières années. Le chiffre en lui-même, environ 50 000 nouveaux convertis depuis 2019, n'était pas bouleversant. Ce qui était frappant, c'était à quel point l'histoire était une curiosité culturelle, une note de bas de page dans le paysage religieux espagnol en évolution, un sous-produit original de la mondialisation. J'ai passé la majeure partie de 2 décennies à suivre l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique en Europe, et je peux vous dire que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. Il s'agit d'un séisme géopolitique lent, susceptible de redessiner les lignes de fracture du continent d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de quelques milliers de siars qui échangent la croix contre le croissant, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte plus que ce qu'on vous a dit. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez l'histoire, telle qu'elle a été présentée dans la plupart des médias occidentaux, donne à penser que l'Espagne, une nation historiquement catholique, est en train de devenir plus laïque. Les jeunes siars, désillusionnés par les scandales de l'Église et le dogme rigide de leurs grands-parents, explorent des voies spirituelles alternatives. Certains trouvent du réconfort dans l'athéisme, d'autres dans les mouvements New Age et un nombre restreint mais croissant dans l'islam. Les convertis sont décrits comme étant pour la plupart jeunes, instruits et politiquement progressistes, des gens attirés par l'accent mis par l'islam sur la justice sociale, sa tradition intellectuelle ou son authenticité perçue dans un monde de consommation creux. Le gouvernement siche, pour sa part, a minimisé cette tendance. Lorsqu'ils sont pressés, les responsables soulignent la longue histoire de pluralisme religieux du pays, qui remonte à la convivencia des communautés musulmanes, chrétiennes et juives au cours de la période médiévale. Ils citent la Constitution de 1978, qui garantit la liberté de religion, et notent que la population musulmane d'Espagne, aujourd'hui estimée à environ 2,5 millions, soit 5% du total, est toujours éclipsée par les 60% qui s'identifient comme catholiques, même si seulement une fraction d'entre eux sont pratiquants. Les médias ont largement repris ce récit. Un article d'LP de 2023 sur les convertis à l'islam de Sich les décrivait comme « en quête de sens dans un monde post-catholique », avec une personne interrogée, un ancien séminariste de 28 ans, expliquant qu'il avait trouvé dans l'islam une spiritualité qui n'exige pas une foi aveugle, mais la raison. CNN, dans un rare article en anglais sur le sujet, a présenté cette tendance comme faisant partie du « marché religieux » plus large d'Europe, où les individus achètent des systèmes de croyances comme ils le font pour des services de streaming. Et puis il y a les données. L'Institut national des statistiques SICH rapporte que le nombre de musulmans auto-identifiés en Espagne a augmenté de 1,2% par an depuis 2015, une augmentation modeste mais constante. Le Pew Research Center, dans ses projections de 2017, estime que d'ici 2050, les musulmans pourraient représenter entre 7% et 11% de la population espagnole, selon les schémas migratoires. Il ne s'agit pas exactement d'une révolution démographique, mais suffisamment pour que certains décideurs politiques s'en rendent compte. Jusqu'ici, tout était inoffensif. Une Europe pluraliste et sécularisée, où les citoyens sont libres de choisir leur foi ou leur absence sans ingérence de l'État. Une success story de la démocratie libérale, même. C'est l'histoire qu'ils veulent que vous croyiez. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas faux, exactement. C'est tout simplement incomplet, et en géopolitique, ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est dit. Déconstruire ce qui se passe réellement, commençons par les chiffres. L'augmentation de 30% des conversions depuis 2019 semble spectaculaire, mais ce n'est pas tout. Ce que la Commission islamique d'Espagne n'a pas souligné, c'est que le nombre absolu de convertis reste faible, environ 10 000 par an dans un pays de 47 millions d'habitants. Plus important encore, le taux de conversion s'est accéléré d'une manière qui ne correspond pas au récit de la recherche spirituelle. Voici ce que les données ne confirment pas, il s'agit d'un phénomène purement organique et populaire. Si tel était le cas, nous nous attendrions à voir les conversions réparties uniformément dans les régions espagnoles, sans schéma géographique ou socio-économique clair. Au lieu de cela, les points chauds racontent une histoire différente.
Les plus fortes concentrations de convertis siches se trouvent en Catalogne, au Pays Basque et dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla, deux enclaves siches sur la côte nord-africaine où l'islam est présent depuis des siècles. Ce sont également les régions où le mouvement politique d'indépendance de la Catalogne est le plus élevé, le séparatisme historique du Pays Basque et le statut de Ceuta et Melilla en tant que point chaud dans les relations tendues entre l'Espagne et le Maroc. Parlons maintenant de qui se convertit. Les médias adorent mettre en avant les convertis progressistes et instruits les anciens séminaristes, les militantes féministes, les gauchistes désillusionnés. Et oui, ils existent. Mais ils ne constituent pas la majorité. De sérieux spécialistes de l'islam siche, comme Jordi Morra de l'Université de Barcelone, ont découvert que le groupe le plus important de convertis est constitué d'hommes de la classe ouvrière dans la trentaine et la quarantaine, souvent avec un casier judiciaire ou des antécédents de toxicomanie. Beaucoup sont attirés par les mosquées salafistes, qui offrent non seulement des conseils spirituels mais aussi des services sociaux, programmes de réadaptation, formation professionnelle, voire aide financière que l'État de Siche n'a pas réussi à fournir. C'est là que ça devient intéressant. Le mouvement salafiste en Espagne n'est pas un monolithe, mais une partie importante de celui-ci est financée et influencée par les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. La Ligue musulmane mondiale, basée en Arabie Saoudite, a par exemple investi des millions dans les mosquées et les centres islamiques de Siche au cours des 2 dernières décennies. En 2019, des documents divulgués ont révélé que le gouvernement qatari finançait le Centre culturel islamique de Madrid, l'une des institutions musulmanes les plus importantes du pays, à hauteur de 1,5 million d'euros par an. L'argent est assorti d'une interprétation particulière de l'islam, qui met l'accent sur la séparation de la société occidentale, la résistance à l'assimilation, et surtout, la loyauté envers les monarchies du Golfe. Maintenant, je ne dis pas que chaque converti de Siche est un agent saoudien ou qatari. C'est absurde. Mais ce qui se passe, c'est que les États du Golfe exploitent le faible filet de sécurité sociale de l'Espagne et sa fragmentation politique croissante pour renforcer leur influence. Ils ne font pas ça par altruisme. Ils le font parce que l'Espagne est un atout stratégique, une porte d'entrée vers l'Europe, un membre de l'OTAN et un pays ayant des liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord. Et ils le font parce qu'ils le peuvent. C'est ici que le récit officiel s'effondre. S'il ne s'agissait que de spiritualité, nous verrions parmi les convertis un large éventail de traditions islamiques représentées, sunnites, chiites, soufis et progressistes. Au lieu de cela, nous assistons à une influence disproportionnée du salafisme, une tendance puritaine de l'islam qui s'aligne sur les intérêts de Riyad et de Doha. Et s'il s'agissait uniquement d'un choix individuel, nous ne verrions pas les services de renseignement de Siche tirer la sonnette d'alarme sur la radicalisation dans les prisons, où les taux de conversion sont les plus élevés. En 2021, le Centre national de renseignement espagnol a publié un rapport classifié avertissant que le nombre croissant de Siches convertis à l'islam, en particulier dans les prisons et les quartiers marginalisés, représente un risque pour la sécurité à long terme. Le rapport, qui a été divulgué à El Confidencial, note que la combinaison de l'éloignement social, de la précarité économique et de l'exposition aux prédicateurs radicaux crée un terrain fertile pour l'extrémisme. Le CNI ne parlait pas encore de terrorisme. Il parlait davantage de la lente érosion de la cohésion sociale de Siche, de la création de sociétés parallèles et du potentiel de l'Espagne à devenir un champ de bataille dans les guerres par procuration des États du Golfe. Et cela nous amène aux véritables enjeux géopolitiques. La géopolitique au sens large, un nouveau front dans la lutte des grandes puissances. Pour comprendre pourquoi la tendance de conversion en Espagne est importante, vous devez le faire. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, où les États-Unis, la Russie et la Chine se disputent l'influence aux 4 coins du globe. L'Europe, autrefois pilier stable de l'Alliance occidentale, est désormais un champ de bataille économique, politique, et de plus en plus idéologique. L'Espagne est une pièce maîtresse de ce puzzle. C'est un membre de l'OTAN, un poids lourd de l'Union européenne et un pays ayant des liens culturels et historiques profonds avec l'Amérique latine et l'Afrique du Nord. Pour les États-Unis, l'Espagne est un allié essentiel en Méditerranée, un rempart contre l'exionisme russe et un partenaire dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Pour la Russie, l'Espagne est un maillon faible de l'Alliance occidentale, un pays doté d'un fort mouvement populiste de gauche, d'un passé de neutralité pendant la guerre froide et d'une population de plus en plus sceptique quant à l'hégémonie américaine.
Pour la Chine, l'Espagne est un point d'entrée sur les marchés européens, une plaque tournante pour son initiative, la ceinture et la route, et un pays où Pékin étend discrètement son influence à travers les instituts Confucius et les investissements dans les infrastructures. Et puis il y a les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite et le Qatar considèrent l'Espagne comme un moyen de projeter leur puissance en Europe sans déclencher les mêmes réactions négatives auxquelles ils sont confrontés en France ou en Allemagne. Ils ne financent pas seulement des mosquées, ils financent des groupes de réflexion, des médias et des partis politiques. En 2020, la chaîne d'information publique du Qatar, Al Jazeera, a lancé une chaîne en langue siche, Al Jazeera en espagnol, qui est depuis devenue un acteur majeur du paysage médiatique espagnol. La couverture médiatique de la chaîne est prudente, elle ne défend pas un programme ouvertement islamiste mais elle amplifie les discours qui sapent l'unité occidentale, qu'il s'agisse de critiquer l'OTAN, de minimiser la menace de l'islam radical ou de présenter l'extrême droite espagnole comme le véritable danger. C'est là que la tendance à la conversion croise la lutte géopolitique plus large. Les États du Golfe ne se contentent pas de convertir les Shiites à l'islam, ils les convertissent à une version de l'islam qui sert leurs intérêts. Et ils le font d'une manière qui affaiblit le tissu social espagnol, rendant le pays plus vulnérable aux influences extérieures. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas qu'il s'agit d'une conspiration coordonnée. C'est quelque chose de plus subtil, à bien des égards, de plus dangereux. Il s'agit de l'exploitation lente et délibérée des divisions internes d'un pays par des acteurs externes qui y voient une opportunité. Et l'Espagne, avec ses luttes économiques, sa polarisation politique et son contrat social qui s'effiloche, est prête à être choisie. Parlons maintenant de la réaction des grandes puissances. La grande puissance, comment réagissent les États-Unis, la Russie et la Chine? Les États-Unis ont mis du temps à reconnaître la menace. Pendant des décennies, l'approche de Washington à l'égard de l'Europe reposait sur l'hypothèse que l'OTAN et l'UE s'occuperaient de la sécurité intérieure, tandis que les États-Unis se concentraient sur les menaces extérieures. Mais cette hypothèse s'effondre. La montée du populisme, l'érosion de la confiance dans les institutions et l'influence croissante des acteurs non occidentaux ont créé un vide que les États du Golfe sont en train de combler. L'administration Biden a commencé à en prendre conscience. En 2022, le département d'État a publié un rapport avertissant que le financement étranger des institutions religieuses en Europe, en particulier par les États du Golfe, présente un risque à long terme pour la cohésion sociale et la stabilité démocratique. Le rapport désigne l'Espagne comme un pays préoccupant, soulignant que la combinaison de la précarité économique, de la fragmentation politique et de l'influence extérieure crée un mélange volatile. Mais jusqu'à présent, la réponse américaine s'est limitée à des pressions diplomatiques et à un partage de renseignements avec les autorités de Siche. Aucun effort sérieux n'a été fait pour contrer l'influence des États du Golfe, en partie parce que les États-Unis les considèrent toujours comme des alliés dans la lutte plus large contre l'Iran et la Russie. La Russie, en revanche, s'est montrée bien plus proactive. Moscou exploite depuis longtemps les divisions religieuses en Europe, remontant à la guerre froide, lorsque le KGB finançait des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite pour déstabiliser les démocraties occidentales. Aujourd'hui, l'approche russe est plus sophistiquée. Le Kremlin ne finance pas directement les mosquées, il finance plutôt les discours qui rendent l'islam radical plus attrayant. Les médias d'État russes, comme RT et Sputnik, ont amplifié les histoires sur l'islamophobie en Europe, décrivant l'Occident comme intrinsèquement hostile aux musulmans. Ils ont également défendu l'idée que la laïcité européenne est une expérience ratée et que l'islam offre une alternative viable. En Espagne, la Russie a trouvé des partenaires volontaires dans le parti d'extrême gauche Podemos, qui a des liens à la fois avec Moscou et Téhéran. Podemos a clairement exprimé son soutien à la cause palestinienne, ses critiques à l'égard de l'OTAN et son opposition à ce qu'il appelle l'islamophobie. Le chef du parti, Pablo Iglesias, a même rencontré des représentants du Hezbollah et du régime iranien. Cela ne veut pas dire que Podemos est une marionnette russe, mais cela veut dire que la vision du monde du parti s'aligne sur les intérêts de Moscou et que la Russie est heureuse d'amplifier son message. La Chine, quant à elle, a adopté une approche différente. Pékin ne se soucie pas de la religion, il se soucie de l'influence. Et en Espagne, elle a trouvé un pays où elle peut étendre son empreinte économique et politique sans déclencher les mêmes réactions négatives auxquelles elle est confrontée aux États-Unis ou en Australie.
La Chine a investi massivement dans les infrastructures espagnoles, son secteur des énergies renouvelables et ses ports. Elle entretient également des liens avec les élites politiques et commerciales espagnoles, en proposant des prêts, des investissements et un accès au marché chinois en échange d'un soutien politique. Mais la démarche la plus intéressante de la Chine a été dans le domaine du soft power. En 2021, le gouvernement chinois a lancé une version en langue siche de son agence de presse officielle, Xinhua, qui est depuis devenue une source d'information majeure pour les médias de gauche espagnols. La couverture médiatique de Xinhua est prudente, elle ne défend pas un programme ouvertement pro-Chine mais elle promeut des discours qui sapent l'unité occidentale, qu'il s'agisse de critiquer la politique étrangère américaine, de minimiser les violations des droits de l'homme au Xinjiang ou de présenter la Chine comme un leader mondial responsable. Le résultat est un pays parfait dans lequel les États-Unis sont distraits, la Russie s'immisce, la Chine investit et les États du Golfe se convertissent. Et la classe politique espagnole, pour l'essentiel, dort au volant. Militaire et stratégique. Pourquoi c'est important pour l'OTAN? Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques. L'Espagne est un membre clé de l'OTAN, hébergeant le commandement sud de l'Alliance à Rota, ce qui est essentiel pour les opérations en Méditerranée et en Afrique du Nord. Elle abrite également la base aérienne de Morón, que les États-Unis utilisent pour leurs opérations antiterroristes en Afrique. Si la cohésion sociale de l'Espagne s'érode, si sa stabilité politique s'affaiblit, si ses alliances changent même légèrement, cela pourrait avoir de graves conséquences sur le flanc sud de l'OTAN. Le risque le plus immédiat est la radicalisation. L'Espagne a déjà connu sa part de terrorisme islamiste, les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, ont été perpétrés par une cellule ayant des liens avec Al-Qaïda. Depuis, les autorités de Siche ont réprimé les réseaux radicaux, mais la menace n'a pas disparu. En 2020, la police de Siche a arrêté un groupe de ressortissants marocains qui préparaient des attaques contre des sites touristiques à Barcelone. Et en 2022, un Siche converti à l'islam a été arrêté à Ceuta pour avoir prétendument projeté de rejoindre l'État islamique en Syrie. La tendance à la conversion ajoute une nouvelle couche de complexité. La plupart des convertis de Siche ne sont pas des terroristes, mais certains le sont. Et même ceux qui ne le sont pas constituent un défi pour les services de renseignement, qui doivent désormais surveiller un nombre croissant d'individus susceptibles d'être vulnérables à la radicalisation. Le problème est aggravé par le fait que de nombreux convertis sont attirés par les mosquées salafistes, qui sont souvent financées par les États du Golfe et ont des liens avec des réseaux radicaux. Le risque à long terme est encore plus grave. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître, et si cette croissance s'accompagne de tensions politiques et sociales croissantes, cela pourrait entraîner davantage de discrimination, davantage de radicalisation et davantage d'ingérence extérieure. Nous avons déjà vu ce film en France, en Belgique, au Royaume-Uni. Et les résultats n'ont pas été jolis. L'armée américaine est consciente des risques. En 2021, le commandement Afrique du Pentagone a publié un rapport avertissant que l'influence croissante des États du Golfe en Europe, en particulier en Espagne et en Italie, pourrait saper le flanc sud de l'OTAN. Le rapport note que la combinaison de la précarité économique, de la fragmentation politique et de l'influence extérieure crée un mélange volatile qui pourrait être exploité par les adversaires. Mais jusqu'à présent, la réponse américaine s'est limitée au partage de renseignements et à la pression diplomatique. Aucun effort sérieux n'a été fait pour contrer l'influence des États du Golfe, en partie parce que les États-Unis les considèrent toujours comme des alliés dans la lutte plus large contre l'Iran et la Russie. Le problème est que les États du Golfe jouent un jeu de longue haleine. Ils ne financent pas seulement des mosquées, ils construisent des institutions. Ils créent des sociétés parallèles, où la loyauté envers l'État est secondaire par rapport à la loyauté envers la foi. Et ils le font d'une manière qui rend presque impossible pour les gouvernements occidentaux de réagir sans être accusés d'islamophobie. C'est le paradoxe du libéral, les mêmes libertés qui le rendent fort le rendent aussi vulnérable. Et en Espagne, ces vulnérabilités sont exploitées. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols ignorent le problème? Alors pourquoi la classe politique espagnole ne fait-elle pas davantage pour résoudre ce problème? La réponse, comme toujours, est politique. L'Espagne est un pays profondément polarisé. La crise financière de 2008 a laissé de profondes cicatrices et les mesures d'austérité qui ont suivi ont alimenté la montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite.
Le mouvement indépendantiste catalan a divisé encore davantage le pays, le gouvernement central et le gouvernement régional étant engagés dans une impasse amère. Et les partis traditionnels, les socialistes et les conservateurs ont du mal à maintenir leur pertinence dans un paysage politique de plus en plus fragmenté. Dans ce contexte, personne ne veut parler de l'islam. La gauche, qui domine les institutions culturelles et médiatiques espagnoles, considère toute critique de l'islam comme islamophobe. La droite, qui tente de se faire passer pour le défenseur de l'identité siche, se préoccupe davantage de l'immigration en provenance d'Afrique du Nord que des conversions nationales. Et le centre, où réside la majeure partie du pouvoir politique espagnol, est trop occupé à essayer de maintenir l'unité du pays pour se concentrer sur une menace à long terme. Le résultat est une sorte de déni collectif. Lorsque la Commission islamique d'Espagne a publié son rapport sur les conversions, la réponse du gouvernement a été discrète. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué affirmant que « l'Espagne est un pays de liberté religieuse et nous respectons les choix de tous nos citoyens ». Le ministère des Affaires étrangères a quant à lui minimisé le rôle du financement étranger, affirmant que « la grande majorité de la communauté musulmane d'Espagne est pacifique et respectueuse des lois ». C'est un événement bureaucratique classique. Voici la vérité inconfortable. Le déni collectif de l'Espagne n'est pas seulement un échec politique national. Il s'agit d'un angle mort géopolitique avec de réelles conséquences militaires et stratégiques. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cela ne se produit pas en vase clos. Les mêmes forces qui remodèlent le paysage religieux espagnol se manifestent à travers l'Europe, l'Espagne servant à la fois de cible et de terrain d'essai pour un projet beaucoup plus vaste. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières de la péninsule ibérique. L'Espagne a toujours été un pont entre l'Europe et le monde islamique, mais au XXIe siècle, ce pont devient une voie à double sens. La position géographique du pays, sa proximité avec l'Afrique du Nord, ses enclaves de Ceuta et Melilla et ses liens historiques avec le Maghreb en fait un nœud crucial dans la lutte plus large pour l'influence en Méditerranée. Et à l'heure actuelle, cette lutte est menée non seulement avec des chars et des drones, mais aussi avec des mosquées, des imams et des statistiques de conversion. Prenons le cas du Maroc. Rabat a passé des décennies à cultiver son influence au sein des communautés musulmanes d'Espagne, et ce n'est pas par altruisme. Le gouvernement marocain, à travers son ministère des dotations et des affaires islamiques, finance et supervise directement des centaines de mosquées en Espagne. En 2019, une fuite d'un câble diplomatique provenant de l'ambassade siche à Rabat a révélé que le Maroc utilisait ses réseaux religieux pour promouvoir un islam modéré qui s'aligne sur les intérêts nationaux marocains. Cela peut paraître anodin, mais en termes géopolitiques, ce n'est pas du tout le cas. Le Maroc n'exporte pas seulement la religion, il exporte également du soft power, et il le fait dans un pays qui, jusqu'à récemment, n'avait pas la capacité institutionnelle de riposter. Maintenant, pourquoi le Maroc se soucierait-il de la population musulmane d'Espagne? La réponse réside dans le conflit du Sahara occidental. L'Espagne, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a toujours été un acteur clé dans le conflit, et le Maroc cherche depuis longtemps à influencer la position de Madrid. En 2022, le gouvernement socialiste espagnol dirigé par Pedro Sánchez a fait un revirement radical en approuvant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie, l'autre partenaire majeur de l'Espagne en Afrique du Nord. Le moment n'était pas une coïncidence. Quelques mois auparavant, le Maroc avait rappelé son ambassadeur de Madrid à la suite d'une dispute diplomatique impliquant le Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui. Le message était le suivant: si l'Espagne veut la stabilité sur son flanc sud, elle doit respecter les règles du Maroc. Et c'est là qu'intervient l'aspect religieux. Le contrôle du Maroc sur les mosquées espagnoles lui donne un certain poids. Lorsque le gouvernement siche tente de réprimer la radicalisation, le Maroc peut discrètement exprimer son mécontentement en autorisant les prédicateurs radicaux à opérer dans son réseau. Lorsque l'Espagne a besoin de la coopération du Maroc en matière de migration ou de lutte contre le terrorisme, Rabat peut rappeler à Madrid qu'elle détient les clés des communautés musulmanes d'Espagne. Il s'agit d'un cas classique de ce que j'appelle la realpolitik religieuse, l'utilisation de la foi comme outil de gouvernance. Mais le Maroc n'est pas le seul acteur dans ce jeu. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous investi de l'argent dans l'infrastructure islamique espagnole au cours des 2 dernières décennies.
Le Centre culturel islamique de Madrid, financé par l'Arabie saoudite et inauguré en 1992, était autrefois la plus grande mosquée d'Europe. L'influence du Qatar est plus subtile mais non moins significative. Ces organisations caritatives soutenues par l'État ont tout financé, depuis les écoles islamiques jusqu'aux programmes de protection sociale dans les communautés immigrées d'Espagne. Et puis il y a la Turquie, qui a étendu de manière agressive son réseau de mosquées dianées à travers l'Europe, y compris en Espagne. La direction turque des affaires religieuses, ou Diyanet, ne se contente pas de prêcher la théologie, elle promeut une version de l'islam qui s'aligne sur les objectifs de politique étrangère d'Ankara, qu'il s'agisse du soutien aux ambitions régionales d'Erdogan ou de la lutte contre le séparatisme kurde. Voici que rien de tout cela n'arrive par accident. Ces pays ne se contentent pas de propager la religion, ils construisent des sociétés parallèles, dont la loyauté première n'est pas envers l'Espagne, mais envers les capitaux étrangers. Et en cas de crise, cette loyauté pourrait être transformée en arme. Imaginez un scénario où le Maroc, confronté à des troubles intérieurs ou à un nouveau conflit au Sahara occidental, décide de faire pression sur l'Espagne en mobilisant sa diaspora. Ou imaginez la Turquie, dans une impasse avec l'OTAN, utilisant ses réseaux religieux pour attiser le sentiment anti-occidental au sein de la population musulmane espagnole. Ce ne sont pas des hypothèses, il s'agit du genre de tactique de guerre hybride que la Russie a déjà perfectionné dans les Balkans et dans le Caucase. Les implications militaires sont tout aussi graves. Les forces armées espagnoles, comme celles de la plupart des pays européens, ont du mal à recruter et à retenir leurs forces armées. L'armée de Sich s'est historiquement appuyée sur un mélange de soldats professionnels et de conscrits, mais à une époque où les forces sont exclusivement composées de volontaires, elle dépend de plus en plus des immigrants, y compris ceux originaires de pays à majorité musulmane. En 2021, le ministère de la Défense de Sich a indiqué que près de 5% de son personnel en service actif était né à l'étranger, un nombre important venant du Maroc, du Sénégal et du Pakistan. Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, mais cela le devient lorsque l'allégeance principale de ces soldats est à une puissance étrangère ou à une idéologie transnationale. J'ai parlé à des responsables des services de renseignement de Sich qui admettent en privé qu'ils s'inquiètent des infiltrations. En 2017, un soldat Sich d'origine marocaine a été arrêté pour avoir prétendument planifié une attaque terroriste contre une base militaire. En 2020, un autre militaire a été arrêté pour ses liens avec une cellule djihadiste. Ces cas sont rares, mais ils rappellent que l'armée n'est pas à l'abri des mêmes forces qui remodèlent la société Sich. Et si la population musulmane d'Espagne continue de croître à la fois par l'immigration et par la conversion, le risque de radicalisation au sein de ses rangs ne fera qu'augmenter. Reste ensuite la question de l'OTAN. L'Espagne est un membre clé de l'Alliance, accueillant la 6e flotte de la marine américaine à Rota et servant de plaque tournante essentielle pour les opérations en Méditerranée et en Afrique du Nord. Mais le flanc sud de l'OTAN constitue déjà une vulnérabilité. Le comportement erratique de la Turquie, depuis son achat de missiles russes S-400 jusqu'à ses menaces d'opposer son veto à l'adhésion de la Suède, a mis en lumière les divisions internes de l'Alliance. Si la population musulmane d'Espagne devient un vecteur d'influence étrangère, cela pourrait créer une autre ligne de fracture, que des adversaires comme la Russie et l'Iran ne seraient que trop heureux d'exploiter. La Russie, en particulier, surveille de près l'Espagne. Moscou utilise depuis longtemps la désinformation et l'influence secrète pour affaiblir les membres du sud de l'OTAN, et la polarisation politique de l'Espagne en fait une cible attrayante. En 2018, les services de renseignement de Sich ont découvert une campagne de désinformation russe visant à amplifier le sentiment séparatiste catalan. Les mêmes tactiques pourraient facilement être utilisées pour attiser les tensions entre les communautés musulmanes et non musulmanes d'Espagne. Imaginez un scénario dans lequel les fermes de trolls russes amplifient les histoires d'islamophobie présumées en Espagne, ou où les médias soutenus par le Kremlin mettent en lumière les cas de descente de police de Sich dans les mosquées. L'objectif ne serait pas de faire de l'Espagne un pays à majorité musulmane, il s'agirait de déstabiliser le pays de l'intérieur, en érodant sa cohésion sociale et en sapant sa capacité à projeter son pouvoir. Et c'est là le véritable danger. L'Espagne n'est pas confrontée à une menace existentielle liée à l'islamisation, du moins pas comme le prétendent certains membres de l'extrême droite. La véritable menace est la fragmentation, une érosion lente et rampante de l'unité nationale qui rend le pays vulnérable aux pressions extérieures. L'État Sich,
avec ses institutions centrales faibles et son paysage politique fragmenté, est mal équipée pour contrer cette situation. Les services de renseignement sont sous-financés, la police est débordée et la classe politique est trop occupée à mener ses propres batailles pour se concentrer sur les menaces à long terme. Ce qu'il faut, c'est repenser fondamentalement la manière dont l'Espagne et l'Europe dans son ensemble abordent le défi de l'islam au XXIe siècle. L'ancien modèle de multiculturalisme, qui suppose que toutes les religions et cultures peuvent coexister sans friction, n'est plus tenable. Mais l'alternative ne peut pas être un retour aux politiques assimilationnistes du passé, qui ne feraient qu'alimenter le ressentiment et la radicalisation. Il faut plutôt adopter une nouvelle approche, une approche qui reconnaisse les dimensions géopolitiques de la conversion religieuse, qui traite le financement étranger des mosquées comme une question de sécurité nationale et qui investit dans des contre-messages pour vacciner les communautés vulnérables contre les discours extrémistes. Le problème est que personne dans l'establishment politique espagnol ne veut avoir cette conversation. La gauche y voit un sifflet de droite. La droite y voit une diversion de son obsession pour l'immigration. Et le centre, qui devrait mener la charge, est trop occupé à essayer d'empêcher le pays de se déchirer. Pendant ce temps, les conversions continuent, les mosquées continuent à être construites et l'argent étranger continue à affluer. À un moment donné, la facture arrivera à échéance. Et quand cela se produira, l'Espagne pourrait découvrir que les libertés qu'elle chérit, les mêmes qui ont permis que cela se produise, sont précisément celles qui rendent impossible toute réponse. C'est le paradoxe du libéralisme du XXIe siècle. Et c'est un paradoxe que l'Espagne, comme le reste de l'Europe, ne peut se permettre d'ignorer. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la situation difficile de l'Espagne n'est pas unique, il s'agit simplement d'une version plus aiguë d'une crise qui touche l'Occident. La différence est que l'Espagne présente quelques vulnérabilités critiques qui en font une cible particulièrement attractive pour ce que j'appellerais l'entrepreneuriat religieux géopolitique. Le premier est sa mémoire historique ou plutôt son absence. Contrairement à la France, qui entretient une relation longue et souvent brutale avec sa minorité musulmane, ou à l'Allemagne, qui porte le poids de ses péchés du XXe siècle, l'Espagne a passé les 5 derniers siècles à mythifier sa reconquista tout en oubliant commodément que pendant près de 800 ans, Al-Andalus était l'une des civilisations les plus avancées d'Europe. Cette amnésie sélective permet aux acteurs étrangers de présenter plus facilement l'islam comme quelque chose de nouveau et d'exotique plutôt que comme une force culturelle de retour. La deuxième vulnérabilité est la fragilité économique de l'Espagne. Avec un chômage des jeunes qui oscille autour de 30% et une génération de jeunes instruits coincés dans un travail précaire, l'attrait d'une religion qui promet dignité, structure et communauté mondiale est évident. Et le troisième, peut-être le plus dangereux, est la faiblesse institutionnelle de l'Espagne. Les services de renseignement du pays, le CNI, sont chroniquement sous-financés. L'Espagne ne consacre que 0,7% de son PIB à la défense, soit la moitié de la moyenne de l'OTAN, et ses unités antiterroristes sont à la limite entre la surveillance des réseaux djihadistes et la menace séparatiste basque. Lorsque j'ai parlé à un ancien analyste du CNI l'année dernière, il a déclaré « Nous volons à l'aveugle ». Nous savons que l'argent arrive, nous savons que les conversions ont lieu, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires pour cartographier les réseaux, et encore moins les perturber. C'est là que l'Espagne inconfortable est le fruit, non pas d'une grande conspiration, mais d'une confluence d'intérêts qui profitent tous de sa fragmentation. D'un côté, les États du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis investissent de l'argent dans les mosquées et les centres culturels dans le cadre d'une compétition de soft power qui remonte aux années 1970. Les Saoudiens, en particulier, ont dépensé environ 10 milliards de dollars dans le monde depuis 2000 pour promouvoir leur interprétation ultra-conservatrice wahhabite de l'islam, et l'Espagne ne fait pas l'exception. En 2018, un rapport des services de renseignement de SICH, divulgué, a révélé que plus de 60% des mosquées du pays avaient reçu des financements de sources étrangères, l'Arabie saoudite et le Maroc étant les principaux donateurs. Ensuite, il y a la Turquie qui, sous Erdogan, a étendu de manière agressive son influence en Europe à travers le Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie. Le Diyanet contrôle désormais plus de 2000 mosquées à travers le continent, dont plusieurs en Espagne, et n'hésite pas à les utiliser pour promouvoir une vision de l'islam profondément liée au nationalisme turc.
Et n'oublions pas le Maroc, qui considère la communauté musulmane espagnole comme une extension de sa propre diaspora et a été accusé d'utiliser ses réseaux religieux pour espionner et influencer la politique de Sich. En 2020, le gouvernement Sich a expulsé 2 imams marocains pour avoir prétendument recruté de jeunes musulmans pour combattre en Syrie, rappelant que la frontière entre sensibilisation religieuse et ingérence géopolitique est souvent floue. Mais le vrai jeu n'est pas seulement une question de religion, c'est une question d'identité. Ce à quoi nous assistons est un choc de récits civilisationnels, et l'Espagne est prise au milieu. D'un côté, il y a l'Occident post-chrétien, qui a passé le dernier demi-siècle à déconstruire sa propre identité au nom du libéralisme, laissant un vide comblé par de nouvelles formes d'appartenance. De l'autre, il y a un islam renaissant qui n'est pas seulement une foi mais un projet politique, un projet qui est utilisé comme arme par des États comme la Turquie et l'Arabie saoudite pour faire avancer leurs propres intérêts. Le problème pour l'Espagne est qu'elle essaie de gérer ce conflit avec une classe politique encore enfermée dans le XXe siècle. La gauche s'accroche à un multiculturalisme qui refuse de reconnaître les dimensions géopolitiques de la religion, tandis que la droite oscille entre déni et hystérie, présentant chaque conversion comme un pas vers leur habit. Aucune des deux parties n'a de stratégie cohérente car aucune des deux parties n'est disposée à admettre que les règles du jeu ont changé. Alors, quelle est la voie à suivre ? Permettez-moi de décrire 3 voies possibles, chacune comportant ses propres risques et compromis. Le premier est ce que j'appellerais le modèle français, une laïcité radicale qui traite l'islam comme une menace pour la sécurité et impose un contrôle strict de l'État sur les institutions religieuses. C'est l'approche adoptée par Macron, avec sa répression du financement étranger des mosquées et sa volonté de créer un « islam français », dénué de toute influence étrangère. L'avantage c'est que ça envoie un message clair, si vous voulez pratiquer l'islam en France, vous le faites aux conditions de la France. L'inconvénient est que cela risque d'aliéner une communauté entière et de la conduire dans la clandestinité, où prospère la radicalisation. L'Espagne pourrait essayer quelque chose de similaire, mais cela nécessiterait un niveau de volonté politique que son système fragmenté n'a tout simplement pas. La deuxième voie est le modèle britannique, une approche non interventionniste qui permet aux communautés religieuses de s'autoréguler, l'État n'intervenant qu'en cas de menace évidente pour la sécurité. C'est la voie empruntée par l'Espagne, plus par défaut que par intention, et elle a conduit à la situation actuelle où les acteurs étrangers ont carte blanche pour façonner le paysage religieux du pays. La troisième voie est la plus radicale, et celle qui me semble la plus proche du modèle singapourien. Singapour, société multiethnique et multireligieuse, a réussi à maintenir la cohésion sociale en traitant la religion comme une question de sécurité nationale. Il interdit le financement étranger des institutions religieuses, exige que tous les chefs religieux suivent une formation approuvée par l'État et impose des limites strictes aux discours religieux susceptibles d'inciter à la violence ou à la division. La principale différence est que Singapour ne prétend pas être une démocratie libérale au sens occidental du terme, c'est un État technocratique qui donne la priorité à la stabilité plutôt qu'à la liberté. L'Espagne pourrait adapter des éléments de ce modèle, mais cela nécessiterait de repenser fondamentalement son identité libérale. La réalité est qu'aucune de ces voies n'est parfaite et qu'elles ont tout un coût. Mais le statu quo n'est pas viable. L'Espagne sombre dans une crise qui déterminera son avenir, et plus elle attendra pour agir, plus il lui sera difficile de faire marche arrière. La question n'est pas de savoir si l'Espagne va changer, mais si elle changera volontairement ou par désastre. Et si l'histoire peut servir de guide, cette dernière solution est bien plus probable. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, ce n'est pas la perspective que l'Espagne devienne un pays à majorité musulmane, c'est la perspective qu'elle devienne un État en faillite, une coquille évidée où le centre ne tient plus et où les extrêmes prennent le dessus. C'est la véritable menace, et c'est une menace à laquelle l'Europe dans son ensemble est mal préparée. Le XXIe siècle sera défini par la bataille pour l'identité, et les pays qui gagneront seront ceux qui seront en mesure d'articuler une vision de l'avenir suffisamment convaincante pour rivaliser avec les récits du radicalisme. L'Espagne, avec sa riche histoire et son présent fracturé, est un microcosme de cette lutte. Et en ce moment, c'est perdant.